Nous commençons avec une distinction catégorique très importante faite par Aristote. Il y a l'étude du monde physique, mais il y a encore le monde métaphysique. En réalité, tout le monde vit dans un monde bidimensionnel. Et ceci, c'est très facile de donner la preuve que tous les Français, plus ou moins, vivent dans un monde bidimensionnel, physique et métaphysique. Par exemple, les droits de l'homme, égalité. Égalité est très intéressant parce que l'égalité est un concept empiriquement absurde. Parce que nous pouvons empiriquement prouver facilement que tout le monde est inégal. Alors, l'égalité n'est pas un objet physique, c'est un objet métaphysique, méta grec après, au-delà. Fraternité veut dire que nous sommes frères, sœurs et frères. Quand on utilise le langage des familles, des rapports familiers, et c'est logique d'affirmer qu'il y a un rapport familial parmi les êtres humains. Comment sera possible vérifier objectivement que, par exemple, si deux Français qui n'ont pas un rapport biologique de la même famille, comment pouvons-nous dire qu'ils sont frères? Encore, nous avons un concept métaphysique, parce que physiquement, ils ne sont pas frères. Physiquement, les Français ne sont pas frères, et donc la fraternité n'est pas un fait empirique. On ne peut pas montrer empiriquement que les Français sont frères, et donc que la fraternité, c'est un concept objectif. Empiriquement, ce n'est pas objectif. Égalité, fraternité et liberté. Chaque phrase en français qui contient le mot devoir, par exemple, il doit faire, ou nous ne devons pas faire. Chaque phrase en français avec n'importe quelle forme du mot devoir est une phrase métaphysique. Quand on regarde les lois, c'est la nature même des lois, que les lois disent toujours qu'on doit faire, on ne doit pas faire, on ne peut pas faire. Par exemple, si je dis que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas voler la propriété d'autres citoyens. Empiriquement, tu peux voler la propriété d'autres citoyens. Tu as le pouvoir si tu es un thief, un voleur intelligent. Il y a des voleurs ignorants et des voleurs intelligents.
Et les voleurs moins intelligents s'y trouvent dans la prison. Et les voleurs plus intelligents s'y trouvent dans les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants. Ils volent première classe. La prison est pour les voleurs moins intelligents. Donc, c'est un fait empirique qu'on peut voler. Mais la loi dit qu'on ne peut pas voler. Pour ça, dire on ne peut pas, c'est autre forme de dire on ne doit pas. Et on ne peut pas, encore, est une phrase métaphysique. Parce que les valeurs, par exemple, la liberté, que c'est une valeur républicaine, comme on dit ici. Les valeurs républicaines ne sont pas des objets physiques, sont des objets métaphysiques. Pour ça, la première conclusion claire et évidente est que tout le monde, par exemple en France ou n'importe quel pays, tout le monde qui croit à les... Oh, I say believe in. Tout le monde qui croit en les droits de l'homme accepte un monde bidimensionnel. Nous acceptons ce qui s'appelle la méthode empirique. C'est un système, c'est un processus de théoriser, expérimenter, vérifier et établir un soi-disant fait empirique. Maintenant, si nous sommes une société rationnelle, si nous acceptons comme une valeur positive les valeurs, l'égalité, la liberté, la fraternité, comment pouvons-nous vérifier, prouver l'objectivité des valeurs? Parce que, comme on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure, la loi de la jungle, sera le cas que les valeurs républicaines sont seulement autre version de la loi de la jungle. Parce que, par exemple, en France, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que les Français ont découvert des valeurs objectives. Et les Français ont amené au monde des valeurs pas seulement objectives, mais nécessaires pour une vie vraiment civilisée. Les Français ont découvert des lois objectives, des droits objectifs, ou ce sera le cas que plus Français ont ont appuyé les valeurs républicaines et donc ils avaient plus pouvoir et par la loi de la jungle, ils ont imposé les valeurs républicaines qui vraiment n'ont pas aucun valoir. Non, hein? Non, yeah, valeur, qui n'en a aucune valeur objective.
que les valeurs républicaines sont seulement la loi de la jungle. Il y a deux possibilités. Selon la science empirique, c'est le deuxième cas, que nous sommes, par l'évolution aveugle, pas rationnelle, par l'évolution aveugle, nous sommes, c'est wired. It's not as good. Nous sommes conditionnés à penser que l'égalité, c'est un fait objectif. Nous vivons dans un monde complètement illusoire, un monde illusoire. Nous rêvons qu'il y a des valeurs objectives. L'évolution aveugle nous fait rêver des valeurs objectives. Si ceci, c'est le cas quand, par exemple, une personne comme Hitler, ou la personne plus mauvaise, on ne peut pas dire logiquement, philosophiquement, on n'a pas le droit de dire que Hitler était mauvais. On peut seulement dire que nous sommes conditionnés neurologiquement par l'évolution aveugle. Nous sommes conditionnés à rêver, à imaginer que Hitler était mauvais. Mais seulement les objets empiriques vraiment existent, et donc c'est ça. On ne peut pas dire philosophiquement que c'est mauvais tuer un innocent. Ça n'est pas mauvais. C'est simplement que nous ressentons, French? Nous ressentons un sentiment, une sensation que c'est mal, mais ceci c'est seulement une sensation subjective. Nous acceptons, et comme nous savons au sein de notre être, nous savons comme en fait la fête la plus vraie. La vérité, the fact, la fête, la vérité plus vraie, qu'il y a des actions mauvaises et des actions bonnes. Si tu acceptes qu'il y a vraiment une action mauvaise ou moralement bonne, tu vis dans un monde bidimensionnel. Et si tu donnes valeur à la vie rationnelle, si tu crois qu'un être humain doit vivre une vie rationnelle, sans mythologie, sans illusion, tu as le devoir de chercher et trouver la base philosophique, la base rationnelle de la bidimensionnalité du monde. Et comment nous pouvons justifier l'objectivité des valeurs, comme l'égalité, la fraternité, la liberté?
Il y avait un Américain très intelligent, complètement francophile. Il adorait la France et la culture française. Thomas Jefferson, l'auteur inspiré en la France, qui a écrit la Déclaration d'indépendance. Jefferson était très intelligent. Il y a une histoire que John Kennedy, quand il était président, il a invité beaucoup de gens, Nobel, prix Nobel, beaucoup de gens prix Nobel à la Maison Blanche pour un dinner. Au dîner, et Kennedy a dit que ici nous avons essayé de gathering, le rassemblement intellectuel plus impressionnant depuis que Thomas Jefferson a dîné seul. Il voulait dire que Thomas Jefferson seul. Et Jefferson est très intéressant parce qu'il connaissait bien la philosophie. Il était conscient d'influence importante et dangereuse de le philosophe David Hume. Est-ce que c'est cette... Hein? David Hume, il n'était pas français. David Hume, et même Kant, le grand philosophe allemand, Kant a dit que Hume nous a réveillés à tous, que nous, les philosophes, nous dormions jusqu'à Hume. Parce qu'avant Hume, le philosophe Hume, les philosophes parlaient toujours de la moralité, mais Hume a questionné l'objectivité de la moralité. Donc, would it be 2000 ans avant, Calliclès, dans un dialogue avec Socrate, aussi a questionné l'objectivité de la moralité. Et Hume a dit que ce n'est pas possible dériver, ce n'est pas possible dériver un fait. Hein? Il n'est pas possible de dériver un fait métaphysique d'un fait physique. Par exemple, pouvons dire qu'un homme commet un crime, de tuer un citoyen innocent. On peut étudier l'assassinat, on peut étudier l'assassinat avec tous les détails empiriques. Et par exemple, les experts forensiques qui déterminent exactement la vitesse de la balle, la direction, la distance entre le tueur et la victime et tout ça. On peut étudier scientifiquement l'assassinat, mais on ne trouve pas dans toutes les descriptions empiriques de l'incident, on ne trouve pas la valeur de crime, la valeur d'une action mauvaise, moralement mauvaise. Aucune description empirique produit
un fait moral, un fait métaphysique. Pour ça, Jefferson, qui avait lu Hume, il commence la déclaration de l'indépendance qui a eu tellement d'influence en France. Il a écrit que nous tenons cette vérité, we hold these truths, comme auto-évident. Le premier point philosophique auto-évident, un terme utilisé par le Seigneur Chaitanya dans son débat avec Sarvabhauma, peut-être Prakashananda, parce que Chaitanya, swata pramanyam, swata, soit en sanskrit, français son, sa, sanskrit soit, la même parole. Et swata, I say par soi, by itself, hein? Soi-même, hein? Par soi-même, swataha, sanskrit, par soi-même, pramanyam, évidence. Évidence par soi-même. En anglais, auto-évident. Et Chaitanya Mahaprabhu parlait de la qualité des Védas d'être auto-évident. Dans la philosophie occidentale, ce concept d'auto-évident a été introduit par Aristote. Aristote a dit que quand tu dis que ceci c'est vrai, tu peux être facilement jeté dans un regret infini, régression infinie des preuves. Par exemple, si je dis que water boils, que l'eau bout 100 degrés, l'eau bout. Et tu peux me dire, je ne le crois pas, je veux le voir. Je mets de l'eau sur the stove, sur le feu, un thermomètre, et à 100 degrés, l'eau bout. Mais tu peux me dire que je ne crois pas que tu as utilisé de l'eau pure. Je crois que peut-être tu as jeté dans l'eau autre élément chimique, ou peut-être dans le thermomètre, il n'y a pas de mercure pur. Hein? Pur. Alors, il faut prouver, il faut examiner l'eau et le mercure. Mais il faut aussi examiner les éléments qui ont examiné l'eau. Et comme ça, on est forcé dans une régression des preuves. Aristote a expliqué que pour s'échapper d'une régression infinie des preuves, il faut déclarer un fait auto-évident. Parce qu'un fait auto-évident n'a pas besoin d'une preuve externe, d'une preuve externe. Alors,
il n'y a pas le danger d'une régression des preuves. Ceci, c'est la définition, le caractère d'une affirmation auto-évidente. Et Chaitanya Mahaprabhu a utilisé ce terme dans ses dialogues. Maintenant, Thomas Jefferson, pour éviter une régression des preuves, argumentation politique, a dit que nous tenons cette vérité comme auto-évidente. Un message au roi d'Angleterre, il n'y aura pas de discussion. Nous tenons comme vérité auto-évidente que tous les hommes sont créés égaux, dotés par son Créateur avec des droits. Les droits à la vie, à la liberté. Comme ça, on peut voir que Jefferson dérive un fait métaphysique d'autres faits métaphysiques. Mais le fait métaphysique qui produit les droits, c'est la vérité d'un créateur. C'est aussi intéressant que Jefferson, qui pensait bien, n'a pas utilisé le mot Dieu. Parce que le mot créature n'est pas un mot religieux. Créature veut dire simplement qui crée. Et un créateur n'est pas nécessairement le Dieu d'une religion ou autre. Comme ça, il a évité n'importe quelle polémique religieuse. Maintenant, dans le monde, les droits de l'homme sont une base métaphysique qui justifie l'existence d'autres faits métaphysiques. Les droits n'ont pas une base logique, n'ont pas une base objective. Et c'est simplement la loi de la jungle que les hommes, qu'il y a, comme par exemple dans la Révolution française, beaucoup de rois européens ont essayé de conquérir la Révolution. Mais en France, les révolutionnaires ont réussi à vaincre ses ennemis. Pour ça, il y a la question si les droits sont simplement l'imposition par la force animale, ou si vraiment les Français ont découvert des vérités métaphysiques dans l'univers. Je ne peux pas conceptualiser le lien entre cette sorte de parenthèse que vous faites à propos de Hume et du courant de l'argument principal de Jefferson en relation avec Dieu. Par exemple, on peut parler de les droits humains ou les droits de l'homme. Mais on peut étudier l'anatomie humaine sans trouver les droits. On ne peut pas dire que nous avons des droits parce que nous sommes physiologiquement humains. Parce que la physiologie humaine. Si on dit par exemple que nous avons des droits spéciaux parce que les êtres humains sont plus intelligents, si on établit ce rapport
entre l'intelligence et les droits, on devra accepter que les êtres humains plus intelligents ont plus de droits. Et en fait, dans un sens, c'est le cas. Par exemple, un Français riche a le droit de voyager où et quand il ou elle voudrait, a le droit de vivre avec beaucoup de sécurité, le droit d'obtenir tout ce qu'il ou elle voudrait. Mais comme par exemple les Grecs, pas les Grecs, les Athéniens. Les Athéniens qui ont développé le modèle de démocratie directe. Nous n'avons pas, ici en France, aux États-Unis, démocratie pure, démocratie directe. Nous avons une forme de démocratie républicaine. Républicain veut dire que le peuple ne gère pas directement le gouvernement, ne gère pas directement la société. Ils élisent des représentants qui gouvernent, qui gèrent le gouvernement. Les démocraties républicaines ne sont pas démocraties directes. Les Athéniens avaient démocratie directe parce qu'ils avaient beaucoup de temps pour participer dans les réunions politiques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup d'esclaves. Ils avaient beaucoup d'esclaves et alors ils avaient beaucoup de temps. Ils pouvaient participer tous les jours dans les réunions politiques. Ce n'était pas une égalité, mais un arrangement entre la minorité de la ville qui étaient les citoyens. Donc ils ne croyaient pas dans l'égalité des hommes. Non, jamais. Et comment est-ce que les Américains expliquent que si c'est évident que les hommes sont créés égaux, que le riche a le droit à plus de sécurité et de voyage que le pauvre? Les États-Unis deviennent, il semble, un type de plutocratie, gouvernement par les riches, plutocratie. Et aux États-Unis, il y a une philosophie un peu de darwinisme social, que tous les êtres humains ont le même droit de compete. Faire la concurrence, mais les vainqueurs sont les vainqueurs. Marx, c'est intéressant parce que le philosophe Marx voulait établir l'égalité sans Dieu. Et on peut voir en Chine, en l'Union soviétique, le résultat désastreux. Désastreux? Oui, désastreux. Et le résultat avec Dieu est aussi désastreux dans l'histoire.
Ça dépend du cas. Oui, on pourrait rapporter ce point à la Révolution française. Les droits de l'homme, la Révolution a établi les droits de l'homme, non pas après une réflexion philosophique, mais parce que les droits de l'homme avant, c'était défini par un pouvoir humain, le roi, l'Église. C'était arbitraire. Oui. Avant, les droits de l'homme, c'était arbitraire. Oui, autre loi arbitraire. Donc la Révolution, c'était plutôt une définition contre cette chose. Les droits de l'homme sont objectifs, mais c'est à nous de les découvrir. C'est nous, les hommes, l'homme, qui doit les découvrir par un pouvoir supérieur arbitraire. Mais ils sont devenus aussi arbitraires et tueurs. Robespierre a essayé d'établir une religion inventée. Mais Krishna, Bhagavad Gita, on retourne à notre Krishna. Krishna parle beaucoup en Bhagavad Gita de l'égalité. Il parle beaucoup de l'égalité. L'égalité est un concept très important dans le Bhagavad Gita. Krishna dit par exemple que Samak sarveshu bhuteshu mad bhakting labate param. I say those who, ceux qui sont égaux avec tous les êtres, ceux qui sont égaux avec tous les êtres atteignent la dévotion suprême. L'égalité, accepter, voir, pratiquer l'égalité vers tous les êtres est une qualification pour obtenir amour pur pour Krishna. Et Krishna dit que Samohang Sarvabhutesha, je suis égal avec tous les êtres. Mais si nous étudions la nature matérielle, si nous étudions la nature en cherchant un exemple très clair, important de l'égalité, nous le trouvons dans le rapport entre les pères et les filles, les enfants. Ce rapport n'existe pas toujours parmi les animaux. Par exemple, les lions, léons. Les parents, vous voulez dire, pas les pères seulement. The parents. Non, on ne voit pas cette égalité parmi les animaux. Par exemple, les lions. Les lions, le lion, parfois mange, tue, ne mange pas, mais tue ses filles. Les lions sont parfois jalouses et tuent ses propres filles. Alors, l'égalité, on peut voir parmi les bons parents. Les bons parents. Les parents qui vraiment aiment leurs enfants. C'est le seul exemple qu'on peut observer dans la nature. C'est le seul exemple
de l'égalité qu'on peut observer dans la nature. Et Krishna dit en Bhagavad Gita que Pitaham asya jagato, mata dhata pitamaha. Je suis le père et la mère. Et je suis le père et la mère de cet univers. Pitaham asya jagato, mata dhata, la créature, pitamaha, le grand-père, et tous les rapports familiaux. Ah? Dans quel chapitre? Ah, peut-être 7. Et Krishna dit que Aham bija pradak pita. Je suis le père qui donne le seed. Ah? Semence? Oui. Et Arjuna dit, Pita silo kasya chara charasya, tu es le père de cet univers. Mais l'hypocrisie religieuse est fameuse dans le monde. L'hypocrisie, la mauvaise utilisation, exploitation. L'exploitation mauvaise de la religion. Mais par exemple, aux États-Unis, il y avait un principe constitutionnel de l'égalité de toutes les personnes. Comme nous savons, ce principe n'était pas appliqué en forme juste. Mais quand il y avait un mouvement c'est les droits civils des Noirs, l'existence du principe et ses possibilités, made possible, a rendu possible un appel à ce principe et un mouvement, parce qu'il y avait un point de référence. La spiritualité, la conscience de Krishna donne au moins un principe, un point de référence sur lequel on peut construire la justice. Mais avec le sens, nous pouvons voir maintenant avec la corruption de la vie moderne, la plutocratie ici en Europe et aussi aux États-Unis, la nécessité des principes auxquels on peut faire appel. La Prabhupada semble dire que la différence entre les hommes, et en particulier entre les hommes et les femmes, cette différence est la preuve de l'inégalité. What's that? Ça ne veut pas dire inférieur Oui. et supérieur. Ça veut dire pas pareil. Mais ça, c'est une question scientifique. Maintenant, la science peut étudier très bien les pouvoirs, les limites, l'intelligence. On peut étudier scientifiquement. Les droits ne sont pas attachés nécessairement au pouvoir. Par exemple, si on dit que cet homme est supérieur à cette femme, ou cette femme est supérieure à cet homme, ou que ce groupe ici est plus riche ou a plus de pouvoir, si on commence à diviser les droits, ou à assigner les droits selon les pouvoirs, la richesse, c'est la jungle. C'est la jungle. Ce n'est pas
civilisations. Vous dites qu'on devrait avoir les mêmes droits. Oui. Justement, certains... Napoléon, malgré son théâtre de se couronner, Napoléon a essayé de diffuser des principes de la Révolution française. Par exemple, Napoléon a imposé dans beaucoup d'États en Europe le principe de constitutionnalisme. Parce qu'avant Napoléon, avec la monarchie absolue, le roi restait toujours au-delà de la loi. Au-dessus. Above the law or beyond the law. Et on dit au-dessus. Au-dessous de la loi. Mais le principe de Napoléon, du constitutionnalisme, est que tous les citoyens, rois ou personnes ordinaires, tous les citoyens doivent obéir la loi. Le concept d'une constitution au-dessus du roi était un concept révolutionnaire. Et on voit ce principe en Mahabharata. Par exemple, les rois, les citoyens avaient le droit de critiquer les rois. Le système politique qu'on observe en Mahabharata, par exemple, que les citoyens avaient le droit de critiquer, d'insulter le roi. Par exemple, quand les Pandavas sont allés à la maison, how do you say that, of Lac? Hein? Lac? Yeah. Lac en français? La maison de Lac? De Sire. Et tout le monde croyait que les Pandavas ont été tués. Tous les citoyens se rassemblaient et critiquaient le roi. Au roi. Et le Mahabharata n'indique jamais, Bhagavatam n'indique jamais qu'un citoyen pouvait être puni pour critiquer le roi. Les citoyens avaient le droit de critiquer. Et on peut lire en Mahabharata que souvent, par exemple, Dhritarashtra dit à son fils Duryodhana qu'il faut faire attention ici parce qu'il y a danger que les citoyens nous rejettent ou que les citoyens nous tuent. Il y avait toujours la préoccupation, la peur du colère du peuple. L'opinion publique. Oui. Peur du peuple. Le roi, le système védique n'était pas monarchie absolue. C'était plus comme Magna Carta. C'était monarchie constitutionnelle. Et la constitution était le système des dharma. Parce que dharma en sanskrit veut dire aussi loi. Loi. En Mahabharata, au Bhagavatam, on ne voit pas la monarchie absolue comme Louis XIV. L'État, c'est moi.
dans le système Mahabharata védique, l'État, ce n'est pas toi. L'État, c'est Dharma, le système de Dharma, la loi de Dieu. Au-dessus du roi.